9 novembre 1888, 10h du matin. Nous sommes dans le quartier de Whitechapel, à Londres, l'un des endroits les plus insalubres et les plus dangereux de l'East End, la partie constamment baignée dans l'épais brouillard des fumées d'usines de la capitale. Thomas Boyer, un simple employé du propriétaire, vient chercher le loyer que lui doit Mary Jane Kelly, une prostituée de 25 ans. Il frappe à la porte du numéro 13, mais aucune réponse. Il fait alors le tour jusqu'à la fenêtre de la chambre et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il se retrouve alors face à une scène d'horreur des plus horribles. Les murs sont couverts de sang et le corps de la prostituée est étendu dans le lit. Le visage affreusement mutilé, l'abdomen complètement ouvert et les organes dispersés dans la pièce, Mary Jane Kelly a été sauvagement assassinée. Il s'agit en réalité de la 5e et dernière victime du tueur en série le plus connu de l'histoire, Jack l'Éventreur. Le tablier de cuir a fait trembler l'Europe et a alimenté la culture populaire pendant des centaines d'années. Mais un mystère subsiste, qui était-il vraiment? Alors entre théories invraisemblables, fausses pistes et hypothèses, on va tenter de dévoiler la vérité sur Jack l'Éventreur. C'est parti. Alors vous vous doutez bien qu'en 130 ans, une ribambelle de suspects est passée entre les mains de la police, de la presse et du grand public. Ne serait-ce qu'à l'époque des meurtres, les enquêteurs pensent que les types de mutilations sur certaines victimes ne peuvent être que l'œuvre d'un médecin ou d'un boucher. Ils vont donc interroger plus de 2000 personnes et arrêter 81 suspects. Alors je vais passer très vite sur les accusations complètement invraisemblables, comme celle que Jack l'Éventreur ait été le chirurgien de la famille royale, William Gull, ou carrément un membre de celle-ci, le petit-fils de la reine Victoria, le prince Albert Victor. Alors à un moment donné, on a même soupçonné Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, puisque certaines des phrases de ses livres ressemblaient à des références au meurtre de Whitechapel. Plus sérieusement donc, on a deux suspects très probables dans cette affaire. Le premier est Aaron Kosminski. Il s'agissait d'un barbier juif d'origine polonaise qui travaillait à Whitechapel, près des sites des meurtres. Le premier élément incriminant l'homme est qu'il était juif. Or, selon plusieurs témoignages et surtout selon le célèbre graffiti de Goulson Street, Jack l'Éventreur était un Polonais de confession juive. Mais surtout, Aaron Kosminski souffrait de graves troubles mentaux tels que la schizophrénie. De plus, en 2019, après de nombreuses analyses sur un châle que portait l'une des victimes, les traces d'ADN ont matché avec le barbier. Mais on reviendra sur cette histoire de châle, car il y a beaucoup de zones d'ombre. Le deuxième suspect très sérieux de cette affaire se nomme Chaim Hyams, un fabricant de cigares polonais, alcoolique, épileptique et faisant régulièrement des séjours en hôpital psychiatrique. Cette piste a été mise en avant par la criminologue Sarah Bax Horton, qui est notamment passée dans une vidéo du Grand JT. L'auteur du récent livre One Arm Jack donne pour preuve de la culpabilité d'Chaim Hyams la description physique du tueur qui colle parfaitement avec la sienne, notamment son infirmité au niveau du bras gauche après un accident professionnel. Chaim Hyams errait dans les rues, libre, blessé et incapable d'exercer son métier habituel qui impliquait l'usage d'un couteau. Pour finir, les meurtres se sont stoppés en novembre 1888, ce qui coïncide avec l'internement du suspect dans l'hôpital psychiatrique Colney Hatch, hôpital que Jack l'Éventreur a en effet fréquenté selon Donald Swanson, inspecteur de l'époque. Et si toute cette affaire n'était qu'un coup monté de la presse à scandale de l'époque? Cette hypothèse, bien qu'à la limite de la théorie du complot, reste assez probable. Selon cette version, Jack l'Éventreur n'a pas vraiment existé et les journaux ont construit sa légende à coups de fausses preuves et d'exagérations pour écouler plus de tirages. En effet, les réformes fiscales des années 1850 ont favorisé l'émergence de médias peu coûteux et n'étant plus seulement destinés à la bourgeoisie, mais bien au peuple. Et quoi de mieux pour intéresser ce nouveau public qu'une horrible affaire de meurtre avec un tueur inconnu qui échappe constamment aux forces de police en les narguant, avec des lettres par exemple. Et oui, la police a effectivement reçu plusieurs lettres morbides soi-disant signées de la main du tueur, comme la fameuse lettre Tirboss envoyée à l'agence centrale de presse de Londres. Mais cette dernière, comme toutes les autres, a été prouvée comme étant le canular d'un journaliste d'une grande agence par Robert Anderson, ce qui renforce la thèse du coup monté des médias. Ce qui tente à prouver que le meurtrier n'a pas rédigé cette lettre, c'est le fait qu'elle a été envoyée à une agence de presse. Si vous n'étiez pas vous-même journaliste, il était peu probable que vous ayez l'idée de l'envoyer là. C'était très malin de la part du journaliste en question, car la lettre allait avoir un retentissement immédiat. Le but était de faire beaucoup de bruit autour de cette affaire, et c'était un excellent moyen d'y parvenir. Mais vous allez me dire, les meurtres, eux, ont bien eu lieu, et selon le même mode opératoire, ce qui prouve l'existence du tueur? Eh bien, pas vraiment selon cette théorie. Si les victimes présentaient généralement les mêmes types de blessures, Elizabeth Stride, pourtant désignée comme une victime canonique de Jack l'Éventreur,
n'a pas été éviscéré ni mutilé comme les autres. Cela voudrait dire que les 5 meurtres étaient des cas isolés, liés par la presse à scandale. Mais c'est là que cette théorie s'effondre. Il a été prouvé que le tueur en série a simplement été dérangé par l'arrivée des policiers au cours du meurtre de Stry, ce qui l'a empêché de lui faire subir sa barbarie caractéristique. Et même si on peut dire que les journaux de l'époque ont largement participé à la panique générale en exagérant la figure de Jack l'Éventreur, ce serait cependant une erreur de dire qu'il n'a carrément pas existé. La vérité sur cette affaire, c'est qu'à moins qu'on mette à jour une preuve irréfutable de l'identité du tablier de cuir, l'ancienneté des crimes, le peu de moyens de la police de l'époque ou encore l'absence de traces ADN sérieuses rendent impossible l'identification de Jack l'Éventreur. Alors oui, je vous ai déjà parlé des analyses ADN faites sur le châle de Catherine Eddowes, qui incriminait Aaron Kosminski. Mais le problème est que non seulement nous ne sommes pas sûrs que le châle soit authentique, en plus du fait que des centaines de personnes l'aient manipulé durant toutes ces années, mais surtout le type d'ADN prélevé n'est pas exclusif à une seule personne. Ce n'est pas l'ADN nucléaire que les chercheurs ont extrait, celui qui est dans le noyau de la cellule, mais l'ADN mitochondrial à sa périphérie. Et lui, il n'est pas exclusif à une seule personne. En gros, une personne sur 2000 peut avoir le même, donc affirmer que cet ADN match avec celui d'un descendant, qu'on est sûr, eh ben c'est impossible. Quant à Hayam Hyams, son infirmité au bras gauche aurait-il vraiment permis de commettre des meurtres aussi violents? En tout cas, peu importe la véritable identité de Jack l'Éventreur, puisque j'ai pris énormément de plaisir à monter et à tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu à vous aussi. C'était très plaisant de se replonger dans l'univers du Whitechapel du 19e siècle. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt. C'était Monsieur Nexus. En quittant Shirley ce soir-là, les doutes ne s'étaient pas estompés complètement. Toute séduisante qu'était sa théorie, moi aussi, je voulais encore que le mystère se poursuive. Aussi atroces que puissent paraître ces crimes, ils auront projeté dans la lumière les conditions de vie effroyables des habitants de Whitechapel. Dans Londres, l'esprit de l'Éventreur n'a pas fini de vagabonder. C'est certainement ce que Jack désirait le plus. Que l'on parle de lui pour toujours, que l'on rachète ses humiliations au prix de nos peurs.